Et pour parler des résultats de la France insoumise aux européennes et de la stratégie du parti, nous recevons Georges Kuzmanovic, président du mouvement République souveraine. À ses côtés, Pablo Pilo-Vivien, responsable éditorial de Regard.fr. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors donc déception, la France insoumise qui a obtenu 6,31% des voix alors qu'elle espérait plutôt être sur le podium, en tout cas à la 3e place. Est-ce que c'est pour vous un accident ou l'amorce de la disparition de ce parti, de ce mouvement? Georges Kuzmanovic, vous l'honneur. La disparition, c'est un peu exagéré quand même. La France insoumise a quand même 17 députés. Enfin, on verra si ça se maintient, parce que je ne sais pas, vu les bisbilles entre Clémentine Autain et Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça va tenir jusqu'au bout, ce groupe? Mais il y a un groupe parlementaire, et puis il y a 6 élus au Parlement européen. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon avait quand même réussi à faire 20% avec un seul élu au Parlement européen, donc lui-même. Donc j'enterrerai pas la France insoumise aussi vite, mais c'est vrai que c'est une défaite colossale, puisque c'est divisé par 3 le pourcentage fait pendant la présidentielle, et plus de 5,5 le nombre de votants. On passe en gros de 7 millions à 1 million, ce qui est quand même, même si c'est une élection européenne, même si on se mobilise moins, c'est quand même une très très grosse douche froide. Et elle a des causes, j'imagine qu'on va en discuter, bien sûr, mais on est là pour ça. Encore une fois, c'est pas la fin de la France insoumise. Alors, effectivement, qu'a-t-il pu se passer La présidentielle, c'était pas non plus il y a 10 ans, entre la présidentielle et ces européennes, pour expliquer ce delta, Pablo Pilo-Vivien. Pour moi, la catastrophe en fait qui a eu lieu dimanche autour du score de la France insoumise, elle est liée en fait à la stratégie et à la ligne politique qui a été celle de la France insoumise depuis maintenant 2 ans et qui a été renforcée, je trouve, depuis en fait dans la crise des Gilets jaunes, du coup, un moment où a été amorcée en fait la campagne pour les européennes. Le choix qui a été fait en fait, c'est une stratégie plutôt populiste où en fait la France insoumise s'est dégagée de ses anciens alliés en fait de gauche. Le mot gauche d'ailleurs a été très peu utilisé. À la France insoumise, ils disent souvent qu'il a été très peu utilisé pendant la campagne, c'est vrai. Jean-Luc Mélenchon ne l'a d'ailleurs jamais utilisé, mais il n'a pas du tout été utilisé depuis. Et donc du coup, là, les électeurs ont été face à quoi aux élections européennes? Ils ont été face, il y avait 6 listes qui se revendiquaient tous plus ou moins de gauche, avec effectivement un flou en fait, genre sur la stratégie de la France insoumise, dans la mesure où en fait le choix qui avait été fait de la tête de liste Manon Aubry était plutôt un choix. Manon Aubry, pour le coup, elle, pendant la campagne, dans ses interviews et dans ses interventions, a utilisé plusieurs fois le mot gauche. Donc du coup, il y avait un flou en fait, un peu artistique, qui a fait que les électeurs du coup étaient complètement paumés. Et pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est que la France insoumise a été incapable en fait de remplir les colères qui se sont exprimées en fait au travers des Gilets jaunes, a été incapable de les remplir d'un projet en fait. Mais Pablo Pilo, oui, allez-y. C'est là que votre argumentation marche sur la tête. C'est tout le contraire. Moi, j'ai été sorti de la France insoumise, sorti des listes européennes, et j'ai quitté la France insoumise sur ce clivage. En fait, le problème de la France insoumise, c'est qu'il y a une sorte de trahison du programme pas le programme en commun, mais de l'avenir en commun de 2017, qui était justement l'abandon de la ligne souverainiste, l'abandon de la ligne populiste claire et nette, en suivant d'ailleurs ce qu'a fait Podemos. C'est la même chose. Jean-Luc Mélenchon a fait la même chose que Pablo Iglesias. Pablo Iglesias a été critiqué par Errejón, qui a dit mais c'est dommage de quitter cette transversalité qui était justement transversalité. C'était ce qu'avait fait Jean-Luc Mélenchon en 2017. Il est allé même jusqu'à théoriser la rupture du clivage gauche-droite. Or, là, on est revenu, le choix même de Manon Aubry, c'est le choix de quelqu'un qui vient de l'UNEF, qui a été Oxfam, qui a un truc sympa à gauche, qui elle-même, comme tu l'as dit, tu l'as dit, elle a immédiatement, son première interview, elle dit « Je ne vais pas attaquer la gauche ». Et Jean-Luc Mélenchon va prendre des cafés avec Glucksmann, va prendre des cafés avec un tel et un tel. Et on voyait bien, et d'ailleurs c'était l'interview qu'a eu Jean-Luc Mélenchon dans Libération, on voyait bien que il y avait une tentative de rassemblement à gauche. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. Il l'a dit lui-même au congrès de juin 2018 du Parti de gauche. Il a dit il faut reconquérir l'hégémonie à gauche. Donc,
C'est ça le travers. Et c'est pour ça que non mais ça c'est ta vision, c'est ta vision et toi tu vois à gauche, vous êtes beaucoup plus. Non mais ce que je veux dire c'est que déjà il s'agit pas qu'une question de personne. Effectivement, toi tu as été mis de côté. Effectivement, c'est Manon Aubry qui a pris la tête de liste de la liste pour les élections européennes de la France insoumise. Ça c'est une réalité. En revanche, il y a aussi en fait tout ce qui se passe à côté, c'est-à-dire par exemple le soutien aux gilets jaunes. Donc ça a mis une semaine. Mais qui est un mouvement populiste. Mais qui est un mouvement populiste, c'est vrai. Mais qu'est-ce que n'a pas fait la France insoumise avec les gilets jaunes? C'est pas qu'elle n'a pas soutenu, c'est qu'elle l'a pas rempli en fait d'un projet. Et elle s'est contentée en fait de regarder, de regarder et de participer, c'est vrai, aux gilets jaunes, mais sans le remplir en fait d'un projet social. Les gilets jaunes ont été beaucoup plus entre guillemets. Enfin, le RN a davantage capitalisé sur ce mouvement que vous. Mais oui, non, mais c'est là le grand échec de la France insoumise. Au moment où les gilets jaunes démarrent, on a quand même Jean-Luc Mélenchon qui lui va les soutenir. Et il sent qu'il faut y aller parce qu'il est malin. Il y a Ruffin qui y va. Mais vous avez tout le reste de la direction, à commencer par Éric Coquerel, qui lui va jusqu'à dire que c'est un mouvement soutenu par les fascistes. D'ailleurs, ce qui est magnifique, c'est que ces community managers ont effacé 10 jours de communication sur les gilets jaunes parce qu'ils ne le faisaient que les critiquer en début. Qu'est-ce que ça veut dire les soutenir en fait? Parce que genre y aller. Non mais ça c'est une chose en fait. Y aller, parler avec eux, etc. Non mais ça c'est une chose. Ils sont allés. Mais ce qu'il fallait faire, mais je suis complètement d'accord. Et c'était nécessaire et c'était la chose à faire. Ça c'est une évidence. Et peut-être même parce que c'est vrai que la France insoumise a mis une semaine à y aller. Peut-être qu'il aurait fallu faire ça dès le début. Et ça c'est une évidence. En revanche, ce qu'il fallait faire en tant que responsable politique, en tant que par exemple député, etc. Et en tant que candidat à l'élection européenne, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait remplir ces colères, au lieu de juste les agréger et de dire allez on va faire un vote anti-Macron, parce que c'est le choix qui a été fait par la France insoumise. C'est de dire on va faire exactement. Ce qu'il faut, c'est proposer un projet. Et ça c'est ce qui a manqué cruellement d'ailleurs à l'ensemble de la gauche. Eh ben il y avait un projet, c'était l'avenir en commun, et peut-être le problème. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre en vous écoutant, vous citez le côté illisible, effectivement, pas très clair de cette campagne, et cette dichotomie entre le populisme et l'ouverture au centre-gauche. Mais qu'est-ce qui a perdu la France insoumise? C'était cette illisibilité ou finalement d'avoir choisi le côté centre-gauche ou au détriment du populisme? On ne comprend pas bien, ou les deux à la fois d'ailleurs. C'est ça, c'est l'illisibilité, l'abandon de la ligne populiste. Mais non, l'abandon de la ligne populiste, c'est quand même beaucoup dire. Parce que moi, je voudrais revenir juste sur un mythe en fait qui est assez puissant chez les insoumis, chez quelques insoumis, notamment les plus populistes. C'est que Jean-Luc Mélenchon aurait fait 19% en 2017 parce qu'il était populiste et parce qu'il avait abandonné la gauche. Moi, je trouve que c'est complètement faux. Et il y a plusieurs exemples, enfin, qui sont à peu près clairs. Il y a d'abord ce bras tendu, en fait, cette main tendue, pardon, qu'il a faite à Hamon en février 2017, c'est-à-dire en plein milieu de la campagne. Il a dit à Benoît Hamon, moi, je veux bien qu'on fasse alliance tous les deux, mais pour ça, je donne des points, en fait, sur lesquels je ne reviendrai pas. Et ces points, c'était quoi? C'était l'augmentation du SMIC et des minima sociaux, c'était la sécurité sociale intégrale, c'était la sortie du nucléaire, c'est-à-dire que des points Et le plan B. C'était pas exactement le plan B. C'était nous allons déroger à toutes les directives. Nous allons déroger à toutes les directives qui veulent casser les services publics. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a tendu la main à Hamon. Et Hamon, c'était la gauche à l'époque. Oui. Il n'a pas tendu la main à n'importe qui d'autre. Et Hamon a refusé parce qu'il y avait le plan B. Non, et parce que aussi, il n'a pas voulu couper les têtes de Myriam El Khomri et compagnie. Il a dit non, on touche pas au Parti socialiste. Ce qui était une erreur, j'en conviens. Non, mais j'en conviens. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'était dur de rassembler à gauche. Et il y a une autre chose, c'est Hamon quand même historiquement la défaite. C'est vrai. On va pas revenir sur la présidence, mais c'est vrai que ça explique certaines choses, ça donne des pistes de lecture. Exactement. Et il y a une autre chose, à mon avis, qui est très importante, c'est le moment où Jean-Luc Mélenchon, en fait, a croisé la courbe avec Benoît Hamon, qui était aux alentours du 17 mars, quand Jean-Luc Mélenchon a fait son discours sur la place de la République. Il a fait un discours, moi j'ai jamais entendu un discours aussi à gauche. Enfin, je veux dire, il a tout y était, 1789, 1793, la commune, tout, la justice sociale, l'égalité. Il a même fini quand même par faire une exergue absolument monumentale sur Victor Hugo, qui est quand même le personnage le plus avec la Marseillaise et les drapeaux français. Alors, mais ça, c'était les deux. C'est les deux, c'est bien ce que je dis, c'est ça. Oui, mais c'était la gauche. On peut pas dire que c'était une campagne 100% populiste. Parce que ce qu'il a réuni, c'est avant tout. Je ne suis pas de ceux qui considèrent que le drapeau bleu, blanc, rouge de la Marseillaise ne sont pas de gauche.
Oh bah ça, si vous voulez, mais moi je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose que vous n'avez toujours pas évoqué et pourtant qu'on entend chez certains électeurs, c'est la personnalité même de Jean-Luc Mélenchon qui a tout de même un petit peu déçu. On l'a vu dans des montées de colère lors de cette perquisition, notamment des diatribes vraiment très fortes anti-médias, critiquant l'accent d'une journaliste, l'accent du Sud. Est-ce que c'est pas ça un petit peu qui a perdu finalement Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne des européennes ? Et éventuellement, ça a pu nuire. Effectivement, ce genre de comportement peut poser problème, a posé problème à un certain nombre de personnes. Mais en même temps, comme dirait l'autre, ça s'est passé au moment de la colère des Gilets jaunes et une colère populaire qui aurait pu se sentir incarnée par ce Jean-Luc Mélenchon et d'ailleurs certains l'ont ressenti de cette manière. Ce qu'ils n'ont pas très bien compris, c'est que Jean-Luc Mélenchon appelle au calme et au contrôle de soi et à la manifestation pacifique et calme, alors que lui-même s'était un peu excité, un peu vivement, alors que contre les forces de l'ordre. Mais le problème n'est pas tellement là. Encore une fois, je considère que le problème est ce retour à la vieille politique de la gauche classique qui est stérile et les suicidaire. Le problème, et un des gros problèmes de la gauche, dans ses diverses composantes, il faut quand même rappeler que la gauche, ça va être des gens... Mais François Hollande est dedans, Besancenot est de gauche, Macron était considéré de gauche, Madame Clémentine Autain, Mélenchon, des gens très différents. Les alliés, ça va être très très difficile. Ça veut dire qu'on ne peut pas allier les gauches, selon vous, c'est pourtant ce qu'a fait François Mitterrand en 1980, il allait chercher les communistes pour gagner la présidentielle. Mais surtout que tout cela réuni, tous ces gens très différents réunis, ça fait 30%. Mais t'as raison. Si tous étaient ensemble, c'est 30%. Donc nécessairement, il faut dépasser ce clivage. Les calculs du boutiquier, je ne suis pas certain que ça nous fasse aller très loin. En revanche, même en calculant en boutiquier, c'est 30%. Et les gilets jaunes, ce qu'ils appellent, c'est... Il ne veut pas savoir si c'est de gauche ou de droite, il veut savoir que ça marche. Il veut savoir si le pays va changer et si on va manger demain, avoir un avenir pour les enfants. Le fait que François Hollande puisse encore aujourd'hui, en fait, se revendiquer de gauche et dire je suis de gauche, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que, mais là, c'est un échec de nous, de nous qui sommes plus à gauche que François Hollande, et il faut lui prouver, en fait, en proposant un autre projet qui soit diamétralement opposé au sien, et lui dire, bah voilà, non, mon coco, t'es pas de gauche parce que la gauche. Qui tu vas rassembler alors? Comment? Est-ce que tu es pour rassembler à gauche? La question est de rassembler autour d'un projet émancipateur, d'un projet. Le projet, par exemple, ce serait en fait de revenir à nos fondamentaux, à savoir, par exemple, un temps de travail, on met 30 heures, la semaine à 30 heures ou la semaine à 25 heures, on met l'ouverture des frontières, on met... Ça va faire. Justement, Pablo Villovière, je voulais m'arrêter là-dessus. Est-ce que l'ouverture des frontières, c'est pas ce qui a un petit peu fait peur à beaucoup de vos électeurs et justement ce qui a fait capitaliser sur le RN? Je pense pas. Je pense que, franchement, la question migratoire... C'est ta position l'ouverture des frontières. Non, mais attends, la question migratoire, ça c'est à débattre, mais... Non, mais sérieusement, là c'est un truc central. La question c'est pas qui. La question c'est pas qui. La question c'est pourquoi c'est pas d'enjeu politique. Et aujourd'hui la question de l'ouverture des frontières, elle est pas. Non mais aujourd'hui c'est pas porté par des politiques de première, je sais pas comment on dit, des députés, etc. Parce que c'est une question qui clive et c'est une question qui fait peur. C'est une question qui est hautement inflammable. Moi je pense que moi à titre personnel je la porte. Ça me fait pas peur. Mais la question migratoire, honnêtement dans ces européennes, on en a quand même très peu parlé. Enfin on a avant tout parlé de Macron. En fait de savoir si on était pour ou si on était contre Macron, et je veux revenir là-dessus parce que rapidement parce qu'on a terminé déjà c'est passé vite, mais terminé. Non, juste par rapport à la campagne de la France Insoumise, qu'est-ce qu'a dit la France Insoumise? Elle a dit on va faire du vote des européennes un référendum anti-Macron. Qu'est-ce qu'on fait les électeurs? Ils se sont dit pour voter anti-Macron, qu'est-ce qu'on va faire? On va voter RN. Donc c'était vraiment un super motto, un super mot d'ordre. Le mot de la fin de Georges Vraiment, à la fin, je pense que le problème n'est pas le rassemblement de la gauche, mais le rassemblement de tous ceux qui, en France, veulent sauvegarder les services publics, la République. Et il y a une part de souveraineté, et ça se passe en ce moment. Le combat, c'est à Alstom, le combat, c'est à ADP. Et donc, j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui écoutent, d'appeler à signer et de signer la pétition. Je souscris totalement à tout ce qu'il vient de dire. En avant pour ADP et on défend Alstom. C'est parfait, vous finissez d'accord finalement. Bravo, merci messieurs, Georges Kuzmanovic et Pablo Villovière. Merci d'avoir été avec nous et restez avec nous.